Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 9 déjà, ça fait 2 mois qu'on a commencé avec Jérôme. 9e épisode, 2e mois qui est fini, c'est le moment des chiffres. Donc tous les mois, on va partager un petit peu avec vous les chiffres du podcast parce que vous voyez, on le redécoupe, on le diffuse sur pas mal de plateformes. Et on trouve ça toujours intéressant de partager un peu les résultats avec vous. Donc pour comparer un petit peu à ce qu'on avait fait le mois précédent, donc TikTok, on découpe des petits morceaux qu'on envoie sur TikTok aussi. On a fait à peu près 3000 vues au global, on en avait 4005 le mois passé. Donc TikTok, ça fluctue, on peut pas vraiment tirer de conclusion encore. On a plus de vues en général sur les vidéos que le mois passé. Le mois passé, il y avait beaucoup de vidéos, on n'avait rien, et puis une vidéo subitement qui faisait beaucoup de vues. Maintenant, c'est assez stable. Mais on fait un petit peu moins de vues au général que sur le mois passé. Au niveau de LinkedIn, là, c'est un peu la traversée du désert. On va pas se mentir. Le premier mois, Jérôme était top. On avait fait 11 000 vues en tout sur les vidéos. Sur les vidéos et les posts, on prend les posts en compte aussi, les posts dans lesquels on parle de Podium. Donc ici, ce mois-ci, on est en dessous. On est sur 8 000 vues totales des posts. Donc les posts en format texte et en format image fonctionnent très très bien. Les posts en format vidéo, le nombre de vues ne fait que dégringoler. Qu'on les poste sur ma page ou sur la page de Jérôme, ça fait que baisser. Est-ce que c'est dû au contexte actuel? C'est un peu difficile à dire. Par contre, bonne nouvelle Jérôme, au niveau des écoutes du podcast, on était à 20 écoutes le mois passé, ici on est à 160, donc ça a vraiment bien augmenté. Au niveau de YouTube, c'est pareil, on était à 60 vues de vidéos. Quand on dit vues, c'est la totalité. On était à 60 le mois passé, ce mois-ci on est à 120, donc on a vraiment bien augmenté au niveau podcast et YouTube, toujours de manière organique, on n'a pas encore boosté avec du paid ces deux channels-là. Au niveau de Facebook, on était à 40 vues le mois passé. Ce mois-ci, on est monté à 400 vues, donc vues totales du podcast. Mais au niveau de Facebook, on a mis un peu de budget. Donc au total, on a mis une centaine d'euros pour booster la vidéo, c'est-à-dire on fait des campagnes d'engagement pour montrer cette vidéo à des chefs d'entreprise. C'est-à-dire on fait une technique dont on vous avait parlé dans un précédent podcast, qui est tout simplement de cibler des administrateurs de pages Facebook, qui sont probablement des gens qui ont des business ou autres, et qui sont donc évidemment potentiellement plus intéressés par nos podcasts. Et ça fonctionne pas trop mal. Donc là, on est à peu près à 400 écoutes totales sur Facebook. On était agréablement surpris pour une petite centaine d'euros de budget. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire ici au niveau du 3e mois. On a aussi lancé le site, c'est-à-dire maintenant, ces vidéos que vous voyez sur les différents canaux, on récolte tout ça, on les met sur un site. Donc tous les lundis, on poste aussi le contenu sur le site pour voir un petit peu. Ici, au niveau organique, on peut générer aussi un petit peu d'engagement au niveau SEO, des gens qui chercheraient des podiums marketing. Donc voilà, ça continue à monter, ça c'est chouette. On reçoit encore, comme on disait le mois passé, vraiment plein de messages en privé, bienveillants, des commentaires sympas sur les vidéos, des gens qui nous poussent à continuer, des gens parfois qu'on a en call, Jérôme, et qui nous disent tiens, mais vous, je vous ai vu dans une vidéo. Je me souviens pas de vous, mais je sais que je vous ai vu dans une vidéo. Donc c'est toujours drôle d'avoir ça comme retour, mais vraiment encore plein de bienveillance. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est des gens qui viennent vers nous en nous disant tiens, j'ai vu que vous aviez parlé de ça dans un épisode, tiens, je l'ai implémenté, ou bien tiens, je l'ai mis on parlait de Pinterest il y a pas longtemps, j'ai eu ça cette semaine, quelqu'un qui me dit tiens, j'ai vu votre podcast sur Pinterest, c'est vrai que je l'avais oublié, tiens, on l'a remis dans un média plan. Donc c'est cool de voir que le contenu qu'on partage finalement répond aux questions que se pose notre audience et peut finalement aider des marques, des boîtes, des entrepreneurs, des marketeurs à évoluer dans leur boulot. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci Jérôme pour ta participation. Et on va continuer encore longtemps, on n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement le shift qui peut se passer, d'une plateforme comme LinkedIn qui a peut-être été le moteur dans un premier temps pour alimenter, pour mettre un petit peu le pied à l'étrier, et de voir que d'autres indicateurs, d'autres plateformes plus qualitatives au niveau des indicateurs, donnent des résultats. T'évoquais les chiffres longs, en tout cas les écoutes intégrales. Donc c'est pas parce qu'on a moins d'un côté qu'on a moins de l'autre. Il y a des espèces de transferts qui se passent d'une manière ou d'une autre. Et donc si ça se trouve, on a peut-être dans l'audience des gens qui sont devenus un petit peu des fans de la première heure, en tout cas les plus assidus, qui vont beaucoup marquer des choses ou qui savent qu'il y a un podcast à écouter et qui vont l'écouter par la suite. Donc voilà, c'est positif et on continue à expérimenter aussi avec vous. Donc ce qu'on vous raconte, on s'en sert aussi pour le tester pour nous et pour vous le transmettre de manière totalement transparente. Comme ça peut aussi vous inspirer par rapport à des stratégies, à tester des choses. Donc voilà, il n'y a jamais de mauvaises choses. Il faut tester les trucs. Peut-être qu'à un moment, on va revoir notre stratégie au niveau du format qu'on va mettre sur LinkedIn, au niveau des formats qu'on va mettre sur TikTok. Donc voilà, c'est les choses qui évoluent au fur et à mesure. Ce qui est intéressant aussi, et on vient de regarder les statistiques avec Jérôme juste avant de faire ce podcast, on voit aussi que ce n'est pas parce que vous le postez aujourd'hui à l'heure X que les gens vont l'écouter aujourd'hui à l'heure X. Et ce qu'on voyait, donc nous on poste le podcast tous les lundis à midi,
eh bien, on voit que la majorité des écoutes qu'on a sur le podcast ou les vidéos YouTube, elles se passent le samedi en fin de matinée. Parce que les gens n'ont pas toujours le temps le lundi ou le mardi, ils travaillent d'écouter la totalité de votre contenu. Et donc, ils le font quand ils ont le temps. Comme tu disais, ils le bookmark, ils le mettent de côté, ils l'écoutent quand ils ont un moment. Et donc, ils l'écoutent le week-end. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Je pense toujours, voilà, je le poste maintenant et je vais voir directement 2 heures après si j'ai des vues. Ben non, il faut attendre un petit peu. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que chaque fois qu'on poste un nouveau podcast, eh bien, on a un volume d'écoute qui augmente sur les anciens podcasts aussi. Donc, des gens nous découvrent et vont voir les anciens podcasts. Donc, on poste l'épisode 8, ben, on va avoir des vues sur le 5, le 3, le 2. C'est aussi assez intéressant aussi. Donc, c'est pas parce qu'un contenu a été posté maintenant qu'il est nécessairement mort et que plus personne va l'écouter. Il peut encore intéresser des personnes qui vous découvrent seulement. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette continuité. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez sympas. On va continuer à les partager avec vous au mois le mois et être tout à fait transparent sur la stratégie du podcast et ce qui marche, ce qui ne marche pas. On va pas uniquement vous dire ce qui fonctionne, mais aussi parfois ce qui fonctionne pas. Comme ça, vous pouvez vous en servir aussi pour votre propre communication. Donc on part, Jérôme, sur ce 9e épisode. Alors ici, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on va parler du shopping sur les réseaux sociaux. On verra quelles sont les évolutions qui existent sur les plus grandes plateformes sociales. On évoquera aussi l'évolution des retours sur investissement au niveau des investissements publicitaires. Donc, on verra plus sur les parties shopping entre ce qu'on a maintenant, ce qu'on a eu il y a 1 an, 2 ans et ce qui était avant. Et le dernier article sera plus un retour sur les performances Facebook au niveau du paid en 2021. C'est une étude qui vient des États-Unis et on vous donnera un petit peu les tendances au niveau des chiffres, au niveau des placements, au niveau des stratégies qui sont mises en place. Donc voilà un peu le programme en tout cas aujourd'hui pour ces 3 articles qu'on va décortiquer dans Podium. Excellent. Eh bien, partons sur le premier. Ça fait écho à une discussion qu'on avait déjà eue il y a 1 ou 2 podcasts par rapport à ces plateformes réseaux sociaux qui commencent à donner la possibilité de vendre directement au travers de leur plateforme et deviennent en quelque sorte des marketplaces. Oui, donc c'est un article du blog du modérateur. C'est pas la première fois qu'on vous parle de cette plateforme. Donc ça vaut la peine si vous voulez avoir des informations généralistes sur tout ce qui touche au digital et en plus c'est en français. Inscrivez-vous à leur newsletter, on vous donnera le lien. Mais l'article ici en question évoque tout ce qui se passe sur les plateformes sociales. Donc avec l'avènement de Facebook Shops, d'Instagram Shoppings, avec ce qu'on a vu au niveau de Pinterest avec les épingles produits. On a aussi TikTok qui va lancer prochainement, là aussi c'est pour la France, mais on peut espérer que ça arrive en Belgique, les TikTok Shoppings avec un deal au niveau de Shopify. Donc on voit que tout l'écosystème réseaux sociaux se développe, se structure. Alors on a eu toute une grosse évolution pendant le confinement au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram, pour permettre justement à des plus petites entreprises, des petites PME, des créateurs, des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des sites d'e-commerce de dingue, de pouvoir vendre directement des produits avec une vitrine, à pouvoir mettre un catalogue de produits. Donc pas mal de fonctionnalités qui existent dans l'idée de pouvoir avoir un maximum de personnes qui puissent vendre des produits, qui puissent inspirer des personnes qui se trouvent sur leur Instagram, sur leur TikTok, sur leur Pinterest. Il y a même aussi du Snap qui est évoqué dans l'article. Mais dans l'idée de se dire les réseaux sociaux, c'est pas uniquement pour vous vendre du rêve, c'est aussi pour acheter certaines choses. Et donc ici, c'est des choses qui se développent. Il y a pas mal de demandes ici, effectivement. Il y a pas mal de curiosité de la part des entreprises, pas mal de demandes, ce que j'évoquais juste avant, de plus petits acteurs sur le marché, pour se dire, par rapport à ces réseaux sociaux où je sais qu'il y a des gens qui est mon public, qu'est-ce que je peux moi utiliser comme fonctionnalité pour essayer de vendre des produits? Est-ce que ça va être efficace? Mais c'est intéressant et on l'avait déjà évoqué et tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est intéressant de voir que ces plateformes se structurent pour donner un maximum d'outils, pour un petit peu bypasser les sites traditionnels, pour se faciliter le travail de tout le monde. Donc je sais pas si c'est une tendance que tu remarques aussi où il y a plus de demandes à ton niveau au niveau de ce type de campagne. Mais il y a un move qui est global, qui est pas prêt de s'arrêter, avec pas mal de fonctionnalités qui vont débarquer au fur et à mesure sur les différentes plateformes. Ouais, c'est une évolution qui, je trouve, fait sens au niveau des plateformes, puisque pour être tout à fait transparent avec tout le monde, les plateformes réseaux sociaux, un Pinterest, un Facebook, un Instagram, vivent de la publicité. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et donc, qu'est-ce que les publicitaires font? On va chercher le trafic qu'il y a sur ces réseaux pour les amener vers notre site. Mais donc on est sur les réseaux sociaux, on a envie de rester sur la plateforme. On n'a pas nécessairement envie de partir ailleurs. Et on sait que si on va cliquer sur une pub, on va être amené sur un site externe
qui peut être bon, peut-être pas bon, peu importe, mais on va devoir sortir de la plateforme. Et donc ici, le but d'avoir ces shops en interne, c'est que l'utilisateur ne sorte plus de la plateforme. Et on voyait déjà des initiatives comme par exemple Snapchat, on en parlait justement Jérôme dans la semaine. Snapchat a une fonctionnalité qui permet aux publicités, donc quand vous avez une publicité Snapchat, de précharger le site directement dans l'application. Comme ça, quand vous cliquez sur la pub dans Snapchat, eh bien, le site ouvre beaucoup plus vite et vous avez une meilleure expérience. Et donc ici, dans le but de vraiment améliorer encore cette expérience client, donc d'augmenter le volume d'achat pour les publicitaires, comme ça ils continuent à investir chez vous, et pour améliorer l'expérience utilisateur, eh bien, les plateformes se sont dit, tiens, voilà, on va le faire chez nous directement, on va permettre d'avoir un shop au sein directement de la plateforme, et peut-être à terme aussi même payer au niveau de la plateforme. Si je dis pas de bêtises, Jérôme, je pense que Facebook le fait aux USA avec Facebook Shop, où on peut payer directement dans Facebook ses achats sur le Facebook Shop de certaines marques. Oui, et idem pour Instagram. Donc voilà, et je pense, et Pinterest aussi, on l'avait vu il y a un épisode ou deux. Donc l'idée, c'est d'avoir le checkout qui se passe directement dans la plateforme plutôt que d'envoyer ailleurs, avec la possibilité effectivement que les gens droppent leur panier. Donc l'idée, c'est effectivement donner un flow qui soit le plus complet possible, qui soit le plus direct possible. Ce que tu disais avec Snap, voilà, il y a rien de pire dans une expérience e-commerce que d'avoir un produit qui vous intéresse, d'attendre 5 ou 6 secondes pour aller sur le site. Les gens n'ont plus cette patience. Et donc ici, l'idée, c'est effectivement donner un maximum de visibilité, de rapidité et de ce qu'on appelle du convenience pour les personnes, pour que voilà, dans la plateforme qu'ils ont l'habitude de consulter, ils puissent, à côté de ce qu'ils faisaient d'habitude, rajouter la fonctionnalité e-commerce et acheter le super produit qu'ils viennent de voir ici en photo. Donc, il y a pas mal de choses qui existent pour vous faciliter la vie. C'est bien pour le consommateur, c'est bien pour le client final, c'est bien pour les plateformes ici qui le développent. Donc, à voir ce qui va encore arriver par la suite. Mais on sent une dynamique qui est pas juste réservée aux entreprises du groupe Meta. On a tous les autres acteurs et on vous a assez parlé de TikTok et de Pinterest. Eux sont aussi présents sur le marché. Et je serais curieux de voir à la fin de l'année un petit peu les parts de marché que ça va représenter en termes de social commerce ou de ce qu'on appelait avant le F-commerce, le Facebook commerce, de voir ce que ça donne et de quelle manière, il y a une tendance qui est positive un petit peu sur les différentes plateformes, effectivement. Ça fait sens aussi au niveau de ces plateformes pour une chose dont on parle beaucoup avec Jérôme, c'est au niveau de la data. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur sort de la plateforme Facebook, eh bien, il est plus difficile pour Facebook de savoir ce que cet utilisateur fait, comme tu disais, ajouter au panier ou acheter, et savoir que pour que Facebook sache, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est avec le Facebook Pixel. C'est le Facebook Pixel qui va pouvoir traquer l'utilisateur. Mais si ce tracker n'est pas en place ou si le Facebook Pixel est bloqué par un adblocker, par exemple, ou par iOS ou autre, eh bien, en fait, Facebook perd ces données et donc propose des publicités moins performantes. Mais si tout ce processus d'achat, ces ajouts au panier, ces vues de page produit, ces achats se passent à l'intérieur de la plateforme, eh bien, à ce moment-là, Facebook a absolument toute la donnée sur l'utilisateur et ne perd plus la donnée de l'utilisateur qui va sur votre site. Et donc, pour ces plateformes-là, c'est intéressant aussi parce que ça va leur permettre d'améliorer encore leurs données utilisateurs qu'ils ont et de pouvoir vendre de la publicité qui va être encore plus performante et essayer un peu de contrer tous les problèmes de cookies et de tracking dont on parle ici beaucoup. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Ils sont en train de tous s'y mettre, donc je pense que c'est une tendance générale. Donc ça va. Est-ce qu'ils veulent aussi aller concurrencer un petit peu les marketplaces, les Amazon, les Cdiscount, les eBay? Peut-être aussi. Peut-être à un moment ces plateformes vont devenir des marketplaces à part entière. Ça reste à voir. Mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a un shift qui est en train de s'opérer sur l'e-commerce. Donc on passait des sites vers les marketplaces et maintenant ces réseaux sociaux qui deviennent elles-mêmes des marketplaces. Donc ça va être intéressant, je pense, dans les mois à venir. Yes. Ok, on passe sur le deuxième article de ce podium du jour, qui reste toujours dans l'e-commerce d'ailleurs. C'est un article du site Shoptimized qu'on a découvert il y a pas longtemps. Et en fait, cet article parle aujourd'hui, je vous lis l'article, The Pandemic E-commerce Bubble has burst. Ça veut dire, on l'a tous vu, au niveau de l'e-commerce, ça a cartonné en 2020 et en 2021. C'est-à-dire, vous aviez des pubs qui n'étaient pas terribles, vous avez un site qui n'était pas dingue, bien vous arriviez quand même à vendre avec des pubs sur les réseaux sociaux. Et ici, on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous en 2022 maintenant en disant, ça vendait super bien l'année passée, l'année d'avant, mais maintenant, tout en train de se planter. Janvier, février, mars, c'était vraiment terrible. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, cet article, justement, sur le site Shoptimize, essaye un peu de comprendre qu'est-ce qui fait que la publicité en ligne coûte plus cher, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins aussi maintenant. Et donc, on vous partagera l'article et on mettra quelques graphiques qui sont super intéressants. Ils font notamment une comparaison. Ici, on est sur Google Search et Google Shopping, mais je suis convaincu qu'on peut faire le même parallèle avec les pubs réseaux sociaux. Ils disaient dans cet article que le coût par clic, donc les CPC moyens qu'on paye sur les campagnes Search et Shopping, est au plus haut
donc au plus haut que 2021 et 2020. Pourquoi les coûts par clic sont au plus haut? Parce qu'il y a plus de compétition, c'est-à-dire qu'il y a plus de publicitaires qui font de la publicité aujourd'hui qu'il y en avait en 2020 ou en 2019. Ce qui est logique, les gens ont vu justement cette vague avec la pandémie, des gens qui étaient à la maison et qui commandaient en ligne, et tout le monde s'est dit, bah tiens, je vais lancer mon shop et je vais faire de la pub. Qui dit plus de publicitaires, dit des coûts par clic, plus de compétition, et donc les coûts augmentent. Ça, c'est la première chose. Donc jusque-là, rien de bien particulier. Par contre, ce qu'ils mettent ici dans leur article et qui est assez frappant, c'est au niveau du retour sur les investissements publicitaires. Et donc là, finalement, ce qu'ils montrent ici dans l'article, c'est qu'en janvier, février et mars de 2022, on a des résultats qui sont assez similaires à ce qu'on avait en 2018 et en 2019. Et ce qu'ils expliquent ici, c'est qu'en fait, 2020 et 2021 ont été extrêmement bons. Et donc, ils donnent quelques moyennes ici. Le retour sur investissement publicitaire en moyenne sur leur campagne AE, Shopping et Search était d'à peu près 4 en 2018 et en 2019. Et c'est monté jusqu'à des 9 ou des 10 en 2020-2021. C'est-à-dire que les gens achetaient beaucoup plus en ligne. Et donc, justement, ils sont en train de se dire maintenant, ben voilà, non, tout ne s'effondre pas. Oui, ça diminue par rapport à 2021 et 2020, mais qui étaient des années exceptionnelles sur lesquelles il ne faut pas se baser. Et c'est ce qu'on dit tout le temps aux clients. Pour 2022, ne vous basez pas sur les chiffres de 2021 ou de 2020 parce que vous n'allez jamais les atteindre. Et vous allez toujours être déçus. Si vous avez mis votre target de 2022 sur les chiffres de 2021, je peux d'ores et déjà vous dire que ça n'a pas fonctionné. En plus de tout ce qui se passe aujourd'hui, les prix de l'électricité qui montent, les taux d'intérêt qui montent, les crédits immobiliers qui montent, la guerre maintenant en Ukraine, toutes ces choses-là font qu'il y a une espèce de peur ambiante et que les gens vont avoir déjà moins d'argent pour dépenser puisque tout augmente mais les salaires n'augmentent pas. Et de l'autre côté, ils se disent tiens, on ne sait pas ce qui nous attend demain, donc on va acheter ce dont on a besoin et pas toujours ce qu'on veut. Ce qui était un peu l'inverse en 2020, on était bloqué à la maison, on ne savait pas quoi faire, on pouvait pas partir en vacances, on faisait des économies, et bien donc qu'est-ce qu'on faisait? On achetait plus en ligne. Et donc c'est normal si vos performances en 2022 sont moins bonnes que l'année dernière. C'est pas une surprise, on savait que ça allait arriver. Et ce qu'ils font faire, c'est les comparer à 2 années auparavant. Donc, comparez-les à 2019 et 2018. Et c'est ce qu'ils font ici dans l'article aussi. On vous le montrera au niveau des investissements publicitaires notamment et au niveau du retour sur investissement. On voit qu'on a 2017, 2018, 2019 qui montent gentiment. Et puis, on a un pic énorme en 2020 et 2021. Et en 2022, on retombe. Mais on ne retombe pas plus bas que 2019 pour le moment. On est toujours dans une pente qui augmente, mais on n'est plus dans la folie des 2 années précédentes. Et on le voit, Jérôme, on travaille sur pas mal de clients qui venaient chez nous en nous disant tiens, on a des perfs qui étaient super l'année passée, on veut continuer cette année et on a un tiers des performances alors qu'on fait la même chose et on investit la même chose. Et donc il y a un peu tout ça qui se passe. Voilà, le climat actuel fait que la demande a baissé, le fait que la compétition a augmenté, les gens se disent voilà, il faut que je continue à investir pour que ça marche, fait qu'il y a plus de compétition, ça coûte plus cher, donc moins de demandes et des pubs qui coûtent plus cher, et bien finalement derrière un retour sur investissement qui est moins bon. Donc c'est une logique business finalement, c'est pas rocket science comme on dit souvent, mais voilà, il faut en tenir compte, il faut pas espérer au jour d'aujourd'hui avoir des stats comme on a eu l'année passée. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter le digital, loin de là, mais ça veut dire qu'il faut un peu repenser ses stratégies et aller un petit peu plus loin. Je sais pas ce que tu en penses, Jérôme, est-ce que toi tu vois le cas aussi sur tes clients? Oui, mais toi, ce qui est toujours compliqué, c'est de faire comprendre au client effectivement que ce qu'il a eu les années précédentes était peut-être exceptionnel ou anormal. Toi, c'est comme en statistique. Tu devrais, à la limite, effacer ces 2 années qui sont un petit peu les extrémités du spectre pour te concentrer sur les valeurs médianes. Mais sinon, toi, c'est pas évident de faire comprendre à un client qu'effectivement cette année on a des moins bonnes performances alors que ça fonctionnait bien avant. Et ça a peut-être bien fonctionné avant pour des mauvaises raisons, et on y reviendra dans le prochain article. C'est que pour qu'une publicité soit efficace, il faut une combinaison entre de la technique et de la créativité. Mais les 2 années précédentes, on pouvait, je vais pas dire faire ce qu'on voulait, mais on pouvait mettre un chien avec un chapeau pour vendre tout et n'importe quoi. Honnêtement, on aurait pu vendre. Il y avait effectivement un volume qui était plus important. Donc c'est toujours compliqué de faire passer ce message-là à un client en lui disant c'est pas de notre faute, c'est la faute de la plateforme, c'est la faute du contexte. Tout le monde n'est pas toujours prêt à entendre ce genre d'informations, et donc c'est toujours un challenge pour une agence de justifier quand le client vient vous dire je comprends pas, l'année passée j'ai mis 5 000 € et j'étais à x10 dans mon retour sur investissement. Cette année-ci vous arrivez, vous m'avez vendu une stratégie avec plein d'outils, avec des best cases et tout ça, et honnêtement je fais x5. Je comprends pas où est le souci. Le souci c'est vous et c'est pas le produit n'a pas changé. Donc c'est des discussions un petit peu sans fin, mais c'est toujours un challenge de pouvoir expliquer les choses et d'avoir des insights pour expliquer justement les choses aux clients en disant 2020-2021
étaient des années anormales. Ici, on revient, et l'article que tu donnes, et toi, il y a une bonne justification, et j'ai pas que c'est la seule, mais en tout cas, une bonne manière de faire comprendre certaines choses à un client, plutôt que de vous faire assassiner par le client, qui va dire, OK, je veux plus travailler avec vous, je vais passer par un autre prestataire. L'autre prestataire, a priori, n'aurait pas de manière de faire mieux si le boulot aussi a été fait dans les règles de l'art. Donc, c'est toujours un challenge dans la gestion client-agence de pouvoir justifier les choses et de pouvoir donner des faits objectifs plutôt de juste dire ça fonctionne pas. Bah, c'est comme j'aime pas le graphisme, je veux le logo plus grand. Voilà, c'est des choses, ça vous fera peut-être rigoler, on l'a déjà tous entendu. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres faits et c'est important effectivement de tenir compte du contexte dans lequel on se situe. Exactement. Eh bien, écoute, dans la même veine, alors partons sur le premier article de ce podium aujourd'hui qui parle justement de l'analyse de 2021. Quels sont les learnings qu'on a pu faire sur Facebook en 2021? Oui, alors ici on partagera l'article 7 Databox, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Alors de nouveau, on vous donne des tendances. Ce qui fait aux États-Unis, on peut le reporter d'une certaine manière par rapport à ce qui se passe chez nous. Et donc ça compare ce qui s'est fait dans des grandes agences médias et ce qui se fait au niveau des PME. Et c'est intéressant de comprendre, ici je vais vous le faire en 7 points, de comprendre différentes choses. Donc le premier, c'est voir de quelle manière la publicité se fait au niveau du contenu. Dans 80% des cas, on va créer ce qu'on appelle des dark posts. Donc des contenus qui sont spécifiques uniquement pour une audience qui pourra voir le post. Ce post-là n'est pas sur la page, mais donc on fait des campagnes, ce que je vais appeler plus stratégiques. Dans 20% des cas, on va booster une publication qui est sur la page. Donc on prend un contenu, ce contenu va rester visible par tout le monde et n'importe qui, mais je décide de le booster auprès d'une audience particulière. Ça c'est en tout cas un premier point. Deuxième point, c'est de comprendre au niveau des agences, au niveau des PME, quels sont les objectifs qui sont le plus souvent utilisés dans les campagnes publicitaires. Au niveau des agences, on est plus sur la fin du funnel de conversion, donc sur la conversion, sur du trafic et sur des leads. Là, au niveau des PME, et en soi, ça peut être logique, le premier objectif, c'est de la notoriété, c'est du brand awareness. Et donc, après, on arrive sur la conversion du trafic, mais on a, en fonction, c'est lié au budget, c'est lié au compte que vous allez gérer. Une PME, a priori, doit faire connaître ses services, doit faire connaître ses produits. Là où pour des grosses agences, vous allez gérer des plus gros budgets de marques qui ont déjà une notoriété, qui sont déjà connues et qui sont généralement peut-être moins dans ce genre d'objectifs. De nouveau, je vous le répète, c'est pour les États-Unis. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde ici en Belgique, mais en tout cas, je trouve la tendance intéressante. Troisième point, c'est de se rendre compte, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on est deux aussi sur ce podium, c'est que au niveau des campagnes, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc ici, si moi je gère les réseaux sociaux, je suis pas tout seul. On travaille, on collabore souvent ensemble parce que pour des agences ou des PME, en complément des réseaux sociaux, on va prendre, ou en complément de Facebook, on va prendre du Google. Dans 85% des cas, on va prendre de l'Instagram, on va prendre du LinkedIn, et donc on a une complémentarité. On a même aussi du TikTok qui arrive dans 25% des cas. Mais donc Facebook, Google, c'est un univers en soi. Donc on va pas être juste sur une petite plateforme. Le digital, c'est pas juste les réseaux sociaux, c'est un univers qui est plus complexe et qui se constitue avec différentes plateformes. Troisième point. Quatrième, comprendre quels sont les placements les plus efficaces, les plus effectifs. Et ici, alors je sais pas si ce sera une surprise ou une déception, le placement qui reste le plus efficace, c'est le fil d'actualité dans Facebook. Vous avez beau avoir une liste tentaculaire de placements possibles, le placement dans le fil d'actualité Facebook reste encore le plus performant et celui qui délivre un maximum d'impressions aussi. Et ça, on le voit dans les campagnes. Cinquième point, au niveau des facteurs qui expliquent les bonnes performances dans une campagne Facebook, on a le targeting, on a la créa, et on en parle souvent aussi, on a le budget et on a le placement. Par ordre. Donc vraiment, 1, c'est le targeting, 2, c'est la créa, même si on a tendance à vous dire pour le moment que la créa commence à prendre le pas sur le targeting avec de plus en plus d'outils automatisés qui existent, que ce soit du smart bidding sur tes campagnes, que ce soit du Advantage Plus au niveau de mes campagnes sur Facebook, et il y a encore des nouveautés. Il y a de plus en plus de possibilités de faire en pilote automatique. Facebook va faire tout le boulot pour vous, Google va faire tout le boulot pour vous. Par contre, votre créa reste centrale ou en tout cas prend un petit peu le pas par rapport à ça. Avant-dernier point, et donc 6e point, les formats qui sont les plus performants. Et donc, de nouveau, vous avez une variété de formats, mais si on reprend dans l'ensemble, ce qui fonctionne le mieux, les images et des vidéos courtes. Donc, ça peut être un point pour nous aussi, Julien, sur ce qu'on fait, de tester d'autres formats pour mettre sur LinkedIn. Ici, c'est de Facebook, mais on pourrait le transposer sur LinkedIn. De tester d'autres formats pour voir ce qui est le plus efficace.
pour générer des vues, pour générer de l'engagement, de l'interaction. Donc ça, c'est à tester. Et dernier point, de quelle manière on mesure les résultats des campagnes? On l'a évoqué dans l'article précédent, c'est le retour sur investissement publicitaire, c'est les taux de conversion sur le site et c'est le click-through rate, le CTR. Donc voilà, je trouve l'étude intéressante. Ici, je vous ai pris 7 points, elle en fait 25 ou 26, il y en a beaucoup plus. Mais c'est intéressant de voir effectivement, agence ou PME, ce qui s'est passé sur Facebook en 2021, qui, voilà, ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on vous raconte depuis quelques semaines sur Podium dans Facebook. Mais donc, je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, Julien. Est-ce que tu vois des similarités par rapport à ton business? Ben, tout ce que tu viens de citer, en fait, c'est des choses qu'on voit sur nos campagnes chez nous aussi. Donc, au niveau, tu le notifiais, hein, au niveau des placements, les images et les vidéos courtes, oui, c'est ce qu'on voit. Ça fonctionne mieux. Donc, votre vidéo de 3 minutes qui passe à la télé, super, mais ça fonctionne pas pour Facebook. Faut s'adapter au format. Au niveau des placements, les placements sur le feed, oui, reste aussi pour nous les placements qui délivrent le plus d'impressions et surtout qui génèrent le plus d'engagement. Par contre, je nuancerai ici, on a vu des très bonnes perfs quand même sur les Reels récemment, qui ont été lancés il y a quelques mois. On voit des perfs qui sont vraiment pas mal. Donc, en termes de vues, en termes d'impression, mais aussi en termes d'engagement et de clics. Donc ça, c'était pas mal. Mais ici, comme tu le mentionnes, et moi personnellement, dans mon top 4, donc tu disais, targeting, puis créa, et puis placement et autres, moi, je mettrais la créa en top 1. Parce que vraiment, votre créa, elle peut faire ou défaire votre campagne. Si vous avez une créa vraiment nulle, vous pouvez avoir la meilleure technique que vous voulez, ça fonctionnera pas. Par contre, si vous avez des créas géniales, même un Facebook marketeur moyen pourra vous faire une bonne campagne. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Mais je pense que ouais, c'est vraiment important et on le voit dans certaines campagnes. Parfois, ça clique pas, ça fonctionne pas. Et derrière, ça n'achète pas. Et des fois, on a des créas qui prennent vraiment bien et on voit vraiment l'intérêt derrière. Donc, je pense que il faut pas nécessairement ne faire que du feed. Il faut aussi tester d'autres placements. Mais il faut le faire avec du contenu qui soit spécifique à ces placements et vraiment faire du testing avant de dire que, tiens, voilà, les stories, ça clique en général moins que le feed. Je vais exclure les stories et je vais faire que du feed. Non, je pense qu'il faut le tester, il faut faire des campagnes à part. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que, voilà, il faut trouver chaussure à son pied. Je pense que chaque placement a besoin de sa bonne créa qui va bien et respecter les codes aussi de ce format pour que ça fonctionne. Mais sinon, pour tout ce que tu as évoqué, ouais, effectivement, c'est ce qu'on voit, les 7 points avec exactitude. Oui, mais alors je terminerai avec ça. Toi, ta remarque ici au niveau des placements, il faut se donner les manières, les moyens, en tout cas, de mesurer les choses. Et de dire quand on lance une campagne, qu'est-ce qu'on veut mesurer au final aussi, plutôt que de faire un blast et de partir dans tous les sens. Et après de dire, ok, moi je voulais regarder les CPC, mais toi, est-ce que j'avais effectivement une campagne qui était dédiée pour ça? Est-ce que j'avais une créa? Il faut savoir ce qu'on veut mesurer aussi. Et je pense que c'est un bon point pour terminer. C'est pas le tout de lancer des campagnes, de regarder les chiffres. Il faut avoir déjà une vue claire au niveau des indicateurs de performance, de ce qu'on veut mesurer. Tu parlais ici des Reels, effectivement, ou des Stories. Bah, c'est pas tout dire ça fonctionne. Il faut se donner les moyens que ça fonctionne aussi. Donc, il faut un bon targeting, il faut une bonne créa et pouvoir mesurer les choses derrière par rapport à ça. Sans ça, bah, vous travaillez un petit peu dans le vide et malheureusement, vous allez peut-être tirer des conclusions qui sont à l'opposé de ce qui se passe vraiment. Sauf que vous n'avez pas été regarder les bonnes colonnes, vous n'avez pas été mettre les bonnes métriques dans votre business manager. Donc voilà, soyez critique par rapport à ce que vous mettez en place. Soyez créatif aussi au niveau de tester les choses. Tester, voilà, optimiser et par rapport à ça, vous trouverez votre propre voie. Par rapport à ce qu'on vous a raconté, c'est peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, ici, voilà, c'était l'idée de vous donner une petite vue en 7 points sur cette étude rétrospective 2021 sur Facebook. Top. Eh bien, je suis curieux de voir ce qu'on aura l'année prochaine parce que je sens beaucoup de changements arriver là sur toutes les plateformes cette année avec tout ce qui se passe. Donc, un écosystème en pleine évolution. Donc, je pense qu'on aura encore beaucoup de sujets de discussion dans ces podcasts. Eh bien, écoute, Jérôme, je te remercie. On arrive à la fin de cet épisode. Les 2-3 derniers ont été un peu plus longs. On commence à prendre un peu confiance et on tire un peu en longueur là sur les épisodes. On reste sous les 30 minutes. On vous le promet, on n'ira pas plus long. On sait que vous n'avez pas le temps en semaine et que vous allez le regarder le samedi, donc on le fait pas trop long. Mais voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 10 déjà. Donc, ça va faire 2 mois et demi qu'on a commencé et on vous tient au courant de l'actualité qui arrive, qui va être, à mon avis, encore assez rocambolesque cette année 2022. Allez, à bientôt, salut. Ciao.